À plusieurs reprises, lors de la commission des finances, j'ai posé la question à Didier Migaud, premier président de la Cour des comptes, en ces termes. Pouvez-vous nous indiquer, Monsieur le Président, quel sera l'impact des réductions budgétaires sur le niveau d'activité et d'emploi? La réponse est restée très générale. Il a reconnu que l'impact sur l'emploi existait, en indiquant immédiatement après que la réduction des dépenses publiques avait des impacts à court terme, mais qu'elle était bénéfique à long terme. Sous-entendu qu'elle allégerait l'économie, qui pourrait alors mieux s'exprimer pour créer et développer de l'emploi. Les informations que vous avez mises à notre disposition, Madame la rapporteure de la Commission des finances, éclairent le débat. Hélas, il faut reconnaître que les chiffres publiés ne peuvent qu'inquiéter. Si le pacte de responsabilité devrait créer environ 190 000 emplois d'ici 2017, les réductions de dépenses qui contribuent à son financement en supprimeront 250 000. L'argument du risque de contre-productivité est avancé et la question de l'intérêt de l'ampleur des réductions budgétaires demeure donc. Tout ça pour ça, a-t-on envie de dire, mais je reconnais que la formule est un peu brutale. Ne voyez dans cette interpellation, messieurs les ministres, aucune forme de défiance, mais une interrogation inquiète et une demande insistante d'approfondissement de la réflexion. Je le dis d'autant que, et vous le savez, j'ai soutenu le gouvernement depuis le début du mandat, car je partage la conviction que notre pays ne peut plus vivre au-dessus de ses moyens. Mais j'ai toujours fait valoir que l'équilibre des déficits ne passait pas exclusivement par la réduction des dépenses publiques et qu'il existait d'autres leviers pour renouer avec cet équilibre, en prônant notamment une trajectoire d'extinction de l'évasion fiscale à l'échelle européenne, qui donne une véritable légitimité à la trajectoire de réduction des déficits publics. Cette bataille est difficile, justement parce qu'elle se situe à l'échelle européenne, mais elle est cruciale. Ce qui est certain, c'est que les moyens de notre pays se sont réduits. Pas seulement parce que nous avons trop dépensé, mais aussi parce que les recettes n'ont pas suivi. Depuis la fin des années 70, l'État a tenté à 4 reprises de relancer l'activité, du gouvernement de Raymond Barre à celui de François Fillon, en passant par Michel Rocard. À chaque fois, cela a conduit à une augmentation des prélèvements obligatoires, au recours à l'emprunt et à la situation tendue que nous connaissons actuellement. Pourquoi en sommes-nous là? La faute à la faible croissance? Oui, en partie. Elle s'érode de façon inexorable depuis les années 80. Et nous aurions tort de miser à l'avenir sur une trop forte croissance et une capacité à rivaliser à court et à moyen terme avec les pays à bas coût de main-d'œuvre. D'ailleurs, on ne sait plus très bien où s'arrête la responsabilité du déficit dans le ralentissement de la croissance et où commence celle de ce ralentissement dans l'accroissement des déficits. La poule et l'œuf. La croissance n'est donc pas seule en cause. La constitution rapide de fortunes qui échappent à l'impôt dans un espace mondial et européen encore trop peu et mal contrôlé explique une partie des déséquilibres budgétaires. Au moment où nous demandons aux Français des efforts importants, il est essentiel d'assurer cet effort dans la justice et donc d'évaluer l'enrichissement des acteurs économiques durant ces 30 dernières années afin qu'ils contribuent à hauteur de leurs profits alors que les inégalités se sont accrues. Dans la même logique, alors que l'audit citoyen de la dette, publié récemment, tend à mettre en évidence les profits substantiels des détenteurs de cette dette, il importe également de mettre à contribution celles et ceux qui en ont tiré des profits conséquents. C'est la conséquence également de l'épuisement de notre industrie, ses difficultés à investir, à proposer des produits ou des services de gamme élevée et innovants, en particulier dans le secteur de la transition énergétique. Mais la responsabilité des élus politiques n'est pas neutre pour expliquer cette inertie. Bien entendu, on ne peut pas changer de politique tous les 4 matins. Puisque ce PLFR vient renforcer certaines des orientations votées, il est nécessaire d'adapter nos politiques pour prendre en compte tous les éléments précédemment soulevés. Depuis décembre 2012, je fais référence ici au CICE, le sens de l'action du gouvernement a été donné. Le pacte de responsabilité est venu confirmer et amplifier la politique économique du gouvernement. Donner les moyens aux entreprises de reconstituer leurs marges de manœuvre pour se projeter dans l'avenir, innover, investir et à terme créer de l'emploi. Face au risque de récession
et aux difficultés des ménages modestes, le gouvernement a donné un certain nombre de signes, en particulier avec le pacte de solidarité, qui effacera les augmentations d'impôts parfois significatives pour des personnes dont les revenus n'avaient parfois pas ou peu augmenté. Ainsi, dès 2014, les ménages dont les revenus sont inférieurs à 1,16 SMIC bénéficieront d'un crédit d'impôt de 350 à 700 euros. Un effort qui sera possible grâce aux résultats de la lutte contre la fraude fiscale des particuliers. Cela illustre parfaitement ce que j'indiquais précédemment, à savoir que la réduction des déficits et la relance de l'activité peuvent aller de pair en mobilisant des fonds stériles, déposés, voire dissimulés à l'étranger. Dans la même logique, grâce à un allègement de cotisations sociales, c'est un revenu supplémentaire de 500 euros qui sera apporté en 2015 aux ménages dont les revenus sont inférieurs à 1,3 SMIC. Il faut sans doute remonter loin dans l'histoire de notre pays pour retrouver trace d'un tel coup de pouce aux ménages modestes. Malheureusement, devant les moindres recettes fiscales, le gouvernement propose de geler les prestations sociales, ce qui passe mal quand on sait l'accaparement des faibles gains de croissance par une minorité de ménages extrêmement favorisés qui ont accumulé du capital, comme le montre brillamment Thomas Piketty dans son récent ouvrage. C'est pour prendre en compte l'ensemble de ces éléments que les écologistes apporteront un certain nombre d'amendements dans le débat parlementaire. Pour atteindre nos objectifs, il devient impérieux de mieux encadrer et de flécher les outils adoptés par la majorité. Concernant les prestations sociales, un consensus semble émerger des discussions au sein de la majorité, en particulier concernant la revalorisation des prestations aux personnes atteintes de maladies professionnelles ou victimes d'accidents de travail. Par ailleurs, nous proposons, parallèlement à la rapporteure générale, de supprimer l'article 6 qui porte sur la non-revalorisation des aides au logement. Au plan écologique, une incompréhension a saisi l'ensemble des députés du groupe écologiste, et nous l'imaginons au-delà, parmi les bancs de la majorité. La réallocation de 220 millions d'euros qui devait être consacrée au programme Innovation pour la transition écologique et énergétique vers le budget de la Défense constitue un signal très négatif pour les écologistes et pour l'avenir du projet de transition énergétique dont la discussion va commencer. La transition énergétique n'est pas un levier parmi d'autres de la renaissance économique. Il en est le cœur. En tout cas, c'est notre conviction d'écologistes. On nous explique que cette annulation n'a qu'un caractère mécanique, technique, dans la mesure où les crédits inscrits n'ont pas pu être dépensés. Cela mérite quand même, Monsieur le ministre, quelques explications en détail et, à minima, un report sur les exercices budgétaires suivants. Outre le maintien de ces budgets d'investissement, les écologistes suggèrent une série de mesures qui, tout en améliorant la qualité de vie des Français, permettront de lutter contre les gaspillages et les atteintes à la santé. Je pense en particulier aux avantages inconsidérés donnés aux carburants diesel, de favoriser la transition de notre économie, de notre production d'énergie, notamment dans les secteurs des transports et des déchets, terrain privilégié de l'économie circulaire. La TVA doit également être considérée comme un outil de la transition écologique, alors que le choix d'augmenter la TVA à 7% plutôt que la TVA à 19%, pardon d'y revenir, a brouillé le message écologique. Concernant les entreprises, il est essentiel de prendre toutes les mesures et les précautions nécessaires afin que les aides n'aillent pas nourrir ni les dividendes ni les hauts salaires, et de faire de ces outils un moyen de poursuivre l'objectif d'extinction de la fraude fiscale. La justice sociale est la condition même de l'atteinte de notre objectif commun de rééquilibrage des comptes publics. Il s'agit principalement de s'assurer que les aides apportées aux entreprises sont véritablement utiles à l'économie et qu'elles répondent à une obligation de moyens. C'est le moins. Ainsi, en complément du travail qui est mené par les partenaires sociaux et des différents dispositifs votés lors du CICE, il faut renforcer le fléchage, les plafonds, la transparence, le contrôle, l'évaluation des moyens financiers nouveaux. Enfin, nous proposons que la contribution exceptionnelle de l'impôt sur les sociétés, payée par les grandes entreprises, ne soit supprimée qu'à la condition que les sociétés fassent la démonstration qu'elles contribuent normalement, à travers leurs impôts, à l'effort collectif. Je vous remercie. Merci, Monsieur le